Bonjour, bonjour, faut-il voir Toutes pour une, la dernière adaptation des Trois Mousquetaires, mais avec des femmes. Comme toujours, on va en parler un peu, mais sans spoiler l'intrigue, et avec ma magnifique voix de malade. Voilà, j'ai du thé, j'ai du sirop pour la toux, je vous promets qu'on va s'en sortir, mais bah voilà, excusez-moi, ça va être un peu différent d'habitude en termes de sonorité, je pense. Mais l'avantage, c'est que je peux faire des imitations de Garou. Belle, c'est un mot qu'on dit pas mal. Vous savez, on vit une époque formidable. Une époque où je peux avoir une énorme flemme d'aller voir un film et finalement me retrouver curieux de ce qu'il est quand je vois les gens qui l'ont détesté. Du coup, je suis allé voir Toutes pour une, le dernier film de Houda Benyamina, qui avait déjà fait parler en sortant Divine en 2016, César du meilleur premier film et Caméra d'or à Cannes. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas vu celui-ci, ce qui du coup ne me donnait pas franchement, pas une folle envie d'aller voir Toutes pour une, d'autant plus que la bande-annonce laissait entrevoir un film pas terrible. Je m'attendais à une version très comédie à la française, avec un humour discutable et finalement pas grand-chose d'intéressant à vous raconter, et deux choses m'ont fait changer d'avis. Mais avant de se pencher plus en détail sur ce film qui fait décidément couler beaucoup d'encre, un mot sur le sponsor du jour, le navigateur internet Opera GX. Alors c'est rigolo parce que quand j'étais ado, surfant sur les méandres de l'internet, à la recherche de quoi assouvir mon goût profond pour l'histoire et la fantasy, mon papa, il était super fan d'Opera GX. Pour lui, les autres navigateurs comme Firefox ou Internet Explorer, c'était nul, et il ne jurait donc que par Opera GX, donc j'étais curieux de voir ce que c'était devenu, et en fait j'étais assez surpris, parce que le navigateur de mon papa est devenu super cool. Plus qu'un simple navigateur internet, Opera GX est devenu pas mal orienté personnalisation et ajout de nombreux services utiles. Par exemple, vous avez un VPN directement intégré, un adblocker, un importateur d'outils rapides, c'est plutôt appréciable. Et tout est personnalisable, il y a pas mal de modes et de thèmes différents, avec des écrans, des graphismes, du son, des animations spéciales, de la musique adaptée au thème choisi, etc. J'avais bidouillé un truc comme ça ado, et c'est vrai que ça rend les choses un peu plus fun qu'un simple navigateur classique. En plus de ça, vous avez des affichages un peu originaux et malins des différents raccourcis, et des favoris que vous utilisez le plus. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se dire qu'on passe parfois beaucoup de temps à personnaliser et configurer nos bureaux, nos PC, et finalement énormément de choses dans nos vies, et que c'est dommage de ne pas pouvoir le faire aussi à fond avec notre navigateur internet. Et en plus, ça permet de se mettre pas mal dans une ambiance inspirante quand on écrit ou qu'on fait des recherches sur un thème, parce qu'Opera GX l'a sûrement dans sa bibliothèque. D'ailleurs, j'ai essayé un peu pour écrire des vidéos, et entre la musique, le navigateur entièrement personnalisé et tout, c'était vraiment un régal, j'étais vraiment dans l'immersion de mon sujet. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est entièrement gratuit. Je vous mets un lien en description comme d'habitude, n'hésitez pas à essayer parce que c'est vraiment sympa. Bon, évidemment, il n'y a pas de code promo, je vois pas comment faire mieux que juste gratuit quoi. Comme toujours, si vous voulez aider la chaîne, allez tester ça, c'est très utile pour moi. Le problème, c'est que peut-être que ça vous lancera dans une étrange quête de la création du navigateur parfait, mais c'est le jeu. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se dirige à présent sur une gorgée de sirop pour voir un peu ce que je pense de cette nouvelle proposition cinéma, pour le moins audacieuse. Les mousquetaires sont des femmes. Donc disais-je, deux choses m'ont finalement donné envie de voir le film. La première, c'est de voir les critiques qui sont sorties, les premières critiques en tout cas. Vous connaissez la petite mélodie du joueur de flûte de Hamelin, l'invasion woke, c'est avec vos impôts qu'on paye ce genre d'horreur, c'est Alexandre Dumas qu'on assassine, c'est la France qu'on assassine aussi, j'en passe et des meilleurs. Ouh là là, c'est la décadence hein. Et ça a attisé ma curiosité. Je suis donc allé voir le pitch, que je vous lis parce qu'il tient en une phrase. Quand Sarah, jeune fille en fuite, découvre que les trois mousquetaires qui protègent la reine de France sont en fait des femmes, elle décide de partir avec elles et de suivre leur exemple, se transformer pour être libre, se transformer pour être soi. Bon, c'est là que je me suis dit que j'avais même pas vu une seule seconde de ce film, parce que j'avais pas regardé la bande-annonce, et j'avais déjà deux trucs historiques à raconter sur le pitch et une réflexion littéraire sur l'adaptation des Trois Mousquetaires. Du coup, bon, de quoi faire une vidéo. Donc un vendredi matin, je suis allé au cinéma à Paris, dans une salle minuscule, parce que si le film suscite de vives réactions, le succès semble ne pas être au rendez-vous côté fréquentation. Et en fait, ça, c'est peut-être dommage. Alors c'est pas le film de l'année, hein, attention, je trouve qu'il y a quelques maladresses, mais il ne manque absolument pas d'intérêt, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film. Les 15 premières minutes, je dirais, je commençais à croire que ça allait être 113 minutes au total, vraiment très longue. Déjà parce que ça commence avec de très beaux cartons, pour expliquer que c'est la véritable histoire qui a inspiré Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires. Que rien ne peut prouver que ça ne s'est pas passé comme ça, ni l'inverse d'ailleurs. Et ensuite, une date claire, nette et précise, 1625.
Alors vous le savez, je suis pas fermé aux adaptations et aux tentatives originales, mais on va quand même se calmer sur le ici c'est la vérité, de toute façon personne ne peut prouver l'inverse, parce que c'est un très gros problème en histoire. Je trouve que c'est une posture vraiment détestable et qui sert trop souvent d'excuse aux gens qui font n'importe quoi avec l'histoire. On en parle souvent avec Ridley Scott par exemple. Donc déjà, moi à la première minute, je grinçais des dents. Voilà, je pense que Toute pour une n'avait vraiment pas besoin de ces cartons assassins qui peuvent braquer d'entrée de jeu et éloigner du propos général du film. Parce que, on va pas se mentir, oui, c'est un film engagé, avec un propos qui ne l'est pas moins sous ses airs de comédie d'aventure. Alors vous l'aurez compris avec le pitch de base, mais je vais le formuler plus clairement. La question, elle est posée de bout en bout. Faut-il que les femmes copient les hommes pour être réellement libres et elles-mêmes ? Et la question, elle est intéressante en tant que sujet d'actualité, dont les Trois Mousquetaires ne sont finalement que le prétexte. Alors, c'est pas novateur comme procédé de cacher des propos philosophiques, sociaux, politiques ou d'autres derrière des récits de fiction. C'est même une des caractéristiques principales des grandes œuvres de fiction à travers l'histoire. Donc, cette question, elle revient souvent. La notion de femme forte, la notion de femme de pouvoir, c'est assez intéressant parce que le film n'y répond pas vraiment, il donne juste à réfléchir à cette question, quoi. C'est pas aussi lourd que ce que les critiques que j'ai vus veulent le présenter en réalité. Et ce qui est intéressant d'ailleurs vis-à-vis de ces critiques, c'est que si tous les personnages féminins déguisés avaient été remplacés par des hommes, on aurait eu un film d'aventure à la française, très classique, en costume, et voilà, rien de bien fou. On en a parlé un peu dans la réserve sur Philibert Capitaine Puceau, j'ai sorti la vidéo juste avant celle-ci normalement, ce fameux bon vieux temps français des films de cap et d'épée, avec des costumes approximatifs mais pas toujours honteux, des méchants spadassins habillés en noir avec des grandes capes et des masques, des personnages un peu clichés mais une histoire plutôt simple et efficace, là, ça fonctionne, c'est exactement cette recette-là qui a été appliquée. Alors évidemment, ça tourne pas mal autour des femmes déguisées et du pourquoi elles ont fait ce choix, mais l'intrigue elle-même, elle nécessiterait à peine 2 lignes de changement et encore, pour que ce soit un classique avec des comédiens masculins. Et c'est là que je vais commencer un petit peu la provoque, les amis. Par certains côtés, Toute pour une arrive à mieux adapter certaines choses des Trois Mousquetaires que la quasi-totalité des films et séries sortis ces dernières décennies. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour vous, voilà. J'entends des gens s'étouffer derrière leur PC et préparer leurs meilleurs commentaires rageurs, mais accrochez-vous, je vais vous expliquer un peu. On en a déjà parlé parce que j'ai fait pas mal de vidéos Mousquetaires du Roi ces dernières années, mais les Mousquetaires de l'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est pas vraiment de gentils héros tout beaux. Dumas a édulcoré un peu sur les vrais mousquetaires historiques, mais il n'a fait que reprendre les caractéristiques de ces mousquetaires d'origine, les mousquetaires du roi. On parle de jeunes gens faisant partie de l'élite aristocratique et guerrière de leur époque, détenteurs d'une force royale à peine contrôlée et qui ne vivaient que par et pour la violence. Historiquement, les mousquetaires du roi étaient probablement d'énormes bourrins qui se foutaient de tout et de tout le monde à part eux-mêmes. Dumas a changé un peu ça pour des personnages plutôt désinvoltes, mais qui n'hésitent pas à recourir à la violence, à chaque occasion, pour mettre dans l'embarras le reste de la population, qui doit bien souvent céder à leurs caprices. Ils ont un comportement assez déplorable envers les femmes, et ils font ce qu'ils peuvent pour récupérer de la thune à gauche et à droite par des moyens pas toujours jolis quoi. Alors la culture populaire a fait de ces mousquetaires des héros à la française, même si à l'origine, ils ont plutôt des caractéristiques d'anti-héros dans l'œuvre de Dumas. Ils font n'importe quoi, mais ils ont quand même des bons côtés, et puis on leur pardonne quoi. Et ça tombe bien parce que les anti-héros, c'est très à la mode. Seulement comme je disais, l'image qu'on en a gardée après des décennies d'adaptation, c'est celle de héros brillants et magnifiques. Athos, garde la caution un peu sombre et dépressive du lot, mais c'est vraiment histoire de dire, dans l'absolu, les Trois Mousquetaires sont des héros dans ce qu'ils sont devenus. Or, ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant avec Toute pour une, c'est que la réalisatrice n'a absolument pas choisi cette voie. Et c'est très explicite. Les Trois Mousquetaires de Houda Benyamina se comportent comme si le monde était à elle et que rien n'avait d'importance à part elle. Alors on a des blagues rabaissantes, des coups de pression par la violence et la peur, des tueries et j'en passe. Bien sûr, ça fait évoluer notre question centrale du film. Pour être libre et elle-même, faut-il que les femmes copient les hommes et surtout, pas les meilleurs hommes? Parce que bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de lire ces scènes sur un double tableau. D'un côté, au premier degré, elles ont un comportement très auto-centré, mais qui ne choquerait absolument pas dans un film avec des hommes. Ce qui provoque la deuxième lecture. Elles s'attaquent à d'autres hommes et des femmes qui se comportent au code de la société. C'est là où le film est un peu subtil, parce que il arrive, la quasi-totalité du temps, à mettre en scène cette question centrale de la femme qui imite les comportements des hommes et du sens que cela peut avoir, tout en n'allant pas plus loin que ce qui est déjà mis en scène très classiquement dans ce genre de production avec des personnages masculins. C'est pas juste grossier comme certains l'ont dit, je l'ai lu ici et là, en fait c'est plutôt bien pensé finalement.
Bon, alors on va faire une petite pause dans la réflexion de fond pour parler des costumes et des décors. Ça me permet de reprendre du thé parce que là la voix c'est chaud. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si la chaîne vous intéresse. Toujours très important pour continuer à la faire vivre, même si d'habitude j'ai une meilleure voix. Puis jetez un œil aux réseaux sociaux. J'y poste beaucoup plus de contenu complémentaire ces dernières semaines, notamment sur Instagram. Donc allez vous abonner aussi. Voilà, et puis bon. Côté costume, côté décor, c'est très inégal, toute pour une. Comme dans la plupart des productions de ce genre d'ailleurs, le pire côtoie finalement assez facilement le meilleur. Il faut pouvoir trier, ce qui n'est pas toujours évident. Les costumes des mousquetaires sont étonnamment acceptables. Les modèles de chemise sont plutôt bons, les pourpoints aussi, les manteaux, les pantalons, ça va. Alors les bottes, c'est parfois le bon modèle, parfois non. Plutôt étonnant qu'il y ait ces différences. Globalement, ils sont juste trop négligés. Et puis ça manque de chapeau, quoi. Personne n'a de chapeau dans ce film, hein. Les vêtements féminins, c'est la foire à la saucisse, des robes qui font comme à l'époque, et ne parlons même pas des coiffures qui auraient été jugées parfaitement inconvenantes, mais bon, voilà, c'est... Les armes sont, là encore, très inégales. Il y a plusieurs pistolets, mais pas forcément de la bonne époque, mais également un pistolet à canon multiple, qui lui, pour le coup, est de la bonne époque, voilà. De la bonne époque, mais probablement jamais utilisé en combat. C'est plutôt un objet de curiosité, voilà, même s'il est parfaitement fonctionnel, hein, ça peut s'utiliser, mais on en trouvait plutôt dans les collections. Notamment, il y en a un dans la collection personnelle d'armes remarquables de Louis XIII. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets le lien juste ici, normalement, parce que j'ai eu la chance d'avoir ce pistolet entre les mains dans une vidéo qu'on a faite avec le musée de l'armée. Oui, alors aussi... Ça fait très arme de cinéma. Oui, c'est un objet aussi, c'est un peu une célébrité du musée, c'est le pistolet à 3 canons, également venant de la collection d'armes de Louis XIII. On est une arme, peut-être une arme d'ailleurs qu'Henri IV a léguée à son fils, puisque c'est Henri IV qui a réuni les premières armes à feu dont Louis XIII va hériter. Oui, j'ai eu entre les mains un pistolet de Louis XIII, un jour ordinaire sur cette chaîne finalement. Notre petit groupe a une arquebuse à rouet, extrêmement rare d'avoir ce genre de modèle à l'écran alors qu'il est parfaitement juste. A l'inverse, elles ont aussi un fusil impérial, soit près de 200 ans de décalage. Les épées sont globalement 12 000 fois trop grosses, avec plusieurs scènes où on voit bien qu'elles ne sont pas tranchantes et ressemblent plutôt à des gros tournevis. Et ça gâche enfin, moi je trouve que ça gâche complètement le truc, quoi. Voilà. Sauf celle de Porthos, qui est très bien. Porto d'ailleurs, a eu à la fin, parce que la réalisatrice s'est amusée à prendre les noms des vrais personnages historiques dont seraient inspirés les Trois Mousquetaires. Aramis devient Aramitz, Porthos, Portao, D'Artagnan est mentionné sous son nom complet de Charles de Batz de Castelmore, et Athos reste Athos, voilà. Les décors, pareil, on est vraiment sur un côté, ça fait comme à l'époque, mais on n'a pas cherché le réalisme, voilà, on n'a pas cherché une vraie proposition historique. En fait, on retrouve pas mal de caractéristiques du film d'aventure, de cap et d'épée à l'ancienne, y compris dans certains passages qui font des mises en scène très classiques de cette période, mais en les dépoussiérant un peu, voilà, c'est assez rigolo. C'est du carrosse pour ceux et celles qui ont vu le film, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, toute pour une, je trouve qu'elle tente les mêmes approches que la version de Martin Bourboulon sortie il y a peu, mais avec bien plus de subtilité, c'est-à-dire un mélange des codes du western contemporain, un peu à la Django pour ceux qui l'ont vu, et les films d'aventure. On a donc de la musique qui sonne très western par moments, alternée avec des morceaux plus modernes et des mises en scène qui vont dans le même sens, mais sans le filtre sépia dégueu. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est un style, personnellement, j'ai trouvé ça hyper convaincant, d'autant plus qu'il existe déjà plusieurs adaptations des Trois Mousquetaires en western. Moi, je trouve que ça fait un bel écho. Après, classique de ces prods, je le dirai jamais assez, les gens qui font des films et des séries ont une perception désastreuse de la saleté et de l'usure de ces concepts-là pendant l'histoire. Donc on a des scènes avec des gens pouilleux, une espèce de bordel espagnol au milieu de nulle part près de la frontière, avec une sorte de cour des miracles de la dépravation à l'intérieur. Bon, après, c'est rigolo parce que c'est un truc très contemporain, ça, les lieux de plaisir à la frontière entre l'Espagne et la France, mais dans le film, c'est vraiment abusé, quoi. D'ailleurs, c'est un truc assez fréquent dans le film, il y a beaucoup d'anachronismes qui sont très grossiers, très contemporains, et je trouve que ça gâche un peu l'esprit d'ensemble. Alors attention, pas plus que d'autres films, hein, mais je trouve ça toujours un peu pénible. Certains sont assez anodins, par exemple quand on voit plusieurs personnages se déglinguer à l'opium à l'écran, alors que ça n'arrivera pas avant plusieurs siècles comme pratique, bon, ça fait un peu sortir de l'ambiance, mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout en réalité, hein. Plutôt qu'à l'inverse, toutes les pipes à tabac du film sont très correctes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà. Bref, il y a toute une scène de flamenco aussi. C'est assez chouette à voir, mais c'est tout à fait anachronique, parce que c'était un truc beaucoup plus récent. Enfin, c'est un truc qui est arrivé plus récemment dans l'histoire.
là encore, j'ai envie de vous dire que c'est pas un drame. Par contre, la vision de l'aristocratie et de la cour de France, elle est absolument dramatique. On nage à fond les ballons dans le cliché le plus crasse qui soit, rendant tout le monde un peu ridicule pour forcer la satire sociale. Et si ça peut avoir de l'intérêt en tant que concept, là ça détourne complètement le regard du propos global du film, avec un procédé extrêmement grossier qui correspond mal à la finesse du reste du sujet de fond. Je trouvais ça vraiment dommage, c'est raté quoi. Parce qu'on a plus l'impression de se sentir dans une parodie qu'une vraie proposition sérieuse à ce moment-là. Ça m'a mis un peu la fièvre, hein, pas autant que celle que j'ai là, mais quand même un petit peu. Voilà. Alors, cela dit, habile transition, le roi de France est rendu aussi un peu ridicule, ce qui a fait tiquer certains spectateurs, mais ça pour le coup, ça m'a pas dérangé. Voilà, parce que autant Louis XIII dans l'histoire a été un roi plus que notable et important, autant dans Les Trois Mousquetaires, il est toujours un peu largué, toujours un peu ridiculisé, ce que beaucoup d'adaptations reprennent à leur compte. Donc voilà, je sais bien que ça fait un argument facile pour déglinguer le film, mais franchement, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit le cas là aussi, qu'il soit aussi ridiculisé, d'autant plus quand le but c'est de faire ressortir la personnalité d'Anne d'Autriche, ce qui est aussi le cas de beaucoup d'adaptations. Hein. Je trouve le personnage, cela dit, mal assuré, Anne d'Autriche, dans Toute pour une, même si son écriture de base est intéressante. Malheureusement, son évolution et son équilibre fonctionnent assez mal, je trouve. Bon, voilà. Fait hyper notable, Richelieu est jeune. Oui, Richelieu est jeune. Et ça, ça colle super bien au livre. Contrairement à la plupart d'adaptations qui montrent un Richelieu assez âgé avec une soixantaine d'années, dans les livres, il a 35 ans et il est parfois présenté comme un combattant. Ce que Toute pour une fait aussi d'une certaine manière, je vous spoil pas comment. C'était très surprenant, vraiment, et assez appréciable finalement. Ça montre aussi que la réalisatrice, elle fait pas les trucs à l'arrache, elle a un peu fait ses devoirs, et c'est pas juste de l'adaptation provocante gratuite. Même si bon, le personnage de Richelieu est un peu naze et anachronique, mais c'est pas... Tout ne peut pas être parfait. Alors, est-ce que c'est du féminisme à gros sabots et une adaptation woke? Est-ce que c'est honteux de partir du postulat que les Trois Mousquetaires pourraient être des femmes? Je pose la question, on ne peut pas poser la question. C'est sûr, comme je le disais, le film n'est pas parfait. Il a quelques faiblesses de mise en scène, de jeu parfois, quelques faux raccords également, mais je trouve que ça suffit pas, à mon sens, à le désavouer. Est-ce que ça manque de subtilité? Peut-être parfois, mais ça manque vraiment pas de finesse, à mon sens. Et je trouve ça fort parce que rien qu'en changeant les personnages masculins par des femmes, mais dans des situations qui pourraient être rigoureusement identiques, cela en devient très provoquant et très grossier pour certains. Ce qui montre bien que c'était intéressant de le faire, c'est une proposition intéressante. Ça en dit beaucoup sur notre perception de nos personnages de fiction d'ailleurs. Maintenant, replongeons-nous un instant dans la grande histoire. Des femmes déguisées en hommes, des combattantes travesties, est-ce que c'est crédible ? C'est un très vaste sujet, mais globalement, cela s'est fait. Selon les périodes, on a des sources plus ou moins nettes de la question, et parfois même des personnages emblématiques, comme les pirates Anne Bonny et Mary Red. En fait, dans l'histoire, on distingue globalement 3 types de combattantes, à peu près à toutes les périodes. En premier, on a celles qui en ont le droit, c'est-à-dire que c'est socialement accepté. Alors ça peut être parce que c'est accepté à l'échelle de la population, comme les femmes militaires de nos jours, ou parce que leur rang social élevé leur permet d'en faire le choix, même si, bon, dans les faits, ce second cas, il était rarement appliqué. Le deuxième type de combattante qu'on trouve, c'est la combattante occasionnelle. Elle se retrouve obligée de se battre par les circonstances, mais n'a pas été préparée à ça, ou relativement peu. C'est le cas par exemple des femmes au Moyen-Âge qui actionnent des machines de guerre sur les remparts de leur cité qui est assiégée, ou des femmes qui se retrouvent à défendre un campement dans lequel elles habitent finalement. Enfin, on a le troisième cas, c'est celui qui nous intéresse, les femmes déguisées. C'est l'objet de plusieurs études et aussi de plusieurs œuvres de la culture populaire. Selon certaines estimations, cela aurait pu couvrir jusqu'à 20% des effectifs armés à certaines périodes. Tant vous dire que c'est loin, mais vraiment très loin d'être négligeable. D'autant plus facile à des périodes où les combattants sont globalement très jeunes, et meurent aussi très jeunes, comme c'est le cas au XVIIe siècle, à l'époque de nos Trois Mousquetaires. Un mousquetaire, c'est un peu comme un hussard, s'il n'est pas mort à 30 ans, c'est un Jean Foutre. Alors si vous l'avez pas, un Jean Foutre, c'est un lâche, un incapable sur lequel on ne peut jamais compter. Bizarre l'ambiance donc, hein, mais bon, c'est une vraie citation historique ça, sur les hussards en tout cas. Mais c'est pour dire que si une femme déguisée a l'air d'un jeune combattant, eh bien cela ne pourrait pas forcément surprendre les gens. Et puis si vous avez vu ma vidéo sur les duels célèbres de l'histoire avec le musée de l'armée, vous avez au moins un très bon exemple de femmes qui se déguisaient en hommes pour provoquer les gens en duel et les humilier parfois publiquement, pour être libres, pour être elles-mêmes, etc. Je parle bien évidemment de Julie d'Aubigny, dite la Maupin. J'ai un peu retrouvé l'histoire de ce personnage dans Toute pour une, et c'était assez amusant. Bien sûr, je trouve que ce serait encore mieux d'avoir ce genre de production et de propos dans un film qui soit directement autour de Julie d'Aubigny, parce que ce serait encore plus percutant, et que son histoire est hyper cool. Bref, du coup,
Avoir des femmes déguisées en hommes à cette époque, notamment pour combattre, cela ne devait pas être particulièrement rare, mais évidemment assez dangereux. De là à ce que les mousquetaires du roi puissent avoir eu des effectifs féminins déguisés, c'est quand même aller un peu loin, mais le postulat est intéressant justement pour amener une réflexion plus large. Il n'y a pas de quoi péter un plomb et pousser des hauts cris, après tout c'est pour l'adaptation la plus improbable qui existe des Trois Mousquetaires. Enfin, c'est quand même une des œuvres littéraires les plus adaptées de tous les temps. Il existe à peu près tout et n'importe quoi s'inspirant des mousquetaires. On a, je sais pas moi, on a des westerns, des comédies, des parodies, des trucs avec du kung-fu, des mangas, une série de marionnettes japonaises aussi, un ballet australien, des comics, des bandes dessinées, des jeux de société, des comédies musicales. Et voilà, il y a vraiment plein de trucs. Et le tout avec un goût plus ou moins douteux, bien pire d'ailleurs, pour certains, que la proposition de Houda Benyamina. Enfin, et selon la règle 34, il doit forcément aussi exister une version X. Au moins une, du moins. Alors, faut-il voir toute pour une la dernière adaptation des Trois Mousquetaires, mais avec des femmes? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais j'ai envie de vous dire que sur ce coup-là, si ça peut vous inspirer, si ça peut vous tenter, allez-y. Le film est bien moins terrible que ce que les gens qui hurlent au loup veulent bien nous faire croire, et bah voilà, ça peut être sympa. Il y a eu aussi beaucoup de critiques sur le fait qu'une partie du casting est composée de comédiennes issues de l'immigration, mais bon, enfin, déjà, hein, je rappelle qu'on a un nombre incalculable d'adaptations de l'œuvre, avec des gens du monde entier, notamment beaucoup au Japon. Ensuite, à aucun moment, c'est un motif dans le film. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas comme argument. Au tout début, on a juste l'explication de pourquoi Sarah est en fuite, persécutée en tant que musulmane d'Espagne, puis elle s'arrête là. Voilà, donc il n'y a pas de quoi pousser des hauts cris là-dessus non plus. Hein. Et puis on va par là, de toute façon, il faudrait que toutes les adaptations intègrent uniquement des gascons avec un accent à couper au couteau, parce qu'à l'époque, c'était super important. C'est un enjeu historique régional hyper important. Voilà, et c'est quasiment la base même des mousquetaires du roi. Donc là-dessus, franchement, on va se calmer sur le slip et reprendre une gorgée de sirop. Alors figurez-vous que je faisais tranquillement mon petit montage, toujours malade comme vous pouvez l'entendre malheureusement, et en allant chercher la bande-annonce pour vous montrer quelques images, je me suis rendu compte d'un truc absolument terrifiant. Il y a plus de critiques négatives qui disent à peu près toutes la même chose que de bandes-annonces disponibles de toutes pour une sur YouTube. En français évidemment, parce que le film est français. Alors, ça m'a vachement perturbé parce qu'ils ont un argument dont j'ai pas du tout parlé dans la vidéo, mais que je trouve hyper intéressant à débunker un peu. Ils sont là à dire, oui, regardez, sur Allociné, ça ne fait que 1,1 note des spectateurs, c'est donc forcément un très mauvais film, et en plus de ça, il semblerait qu'Allociné supprime des critiques de spectateurs, du coup c'est louche, du coup il y a une magouille, du coup machin, etc. Et ça, c'est un argument qui est complètement pété, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que c'est ce qu'on appelle en fait du review bombing. C'est une pratique qui est très courante, qui est très connue, notamment très pratiquée dans certains bords politiques, on va dire ça comme ça, le genre de bord politique qui déteste ce genre de film évidemment, où en fait le principe c'est d'aller en masse pour dézinguer les commentaires de, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un film, une série, un jeu vidéo, un objet, etc. Et d'aller mettre des commentaires horribles et de mettre des étoiles minimales pour que cet objet ou cette production prenne un énorme bad buzz. Mais en fait tout ça c'est complètement artificiel puisqu'en fait c'est des gens qui en règle générale ne critiquent pas avec une analyse un petit peu fine, un petit peu poussée, un petit peu réfléchie, mais avec une vision très idéologique, on va dire ça comme ça. Et donc c'est absolument pas un argument. Donc clairement dire regardez c'est un mauvais film, il est mal noté sur Allociné, enfin c'est quand même, quand on voit les notes d'Allociné, les notes spectateurs, c'est la cour des miracles, hein, il y a tout et de rien, donc faut pas non plus trop se baser dessus. Mais quand on dit derrière que il y a magouille parce qu'Allociné enlève des commentaires, ouais, ça c'est en fait le review bombing, tout le monde essaye de lutter contre, donc forcément il y a des commentaires qui vont sauter, parce que notamment quand quelque chose se prend un review bombing, c'est complètement normal, il n'y a pas qu'Allociné qui fait ça, il y a plein d'autres plateformes, et voilà, c'est assez classique, et en plus de ça, dans ce cas précis, à tout point de vue, ça ne peut pas être un argument. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup de maladresses et de choses un peu abusées qui gâchent, je trouve, un peu le propos de fond. La reine de France n'était pas qu'une simple parole verte à cette époque, c'était quand même la reine, quoi, hein, avec un minimum de pouvoir. C'est un peu le paradoxe du film d'ailleurs, qui d'un côté parvient à développer le propos de l'adaptation des femmes au code des mondes masculins avec beaucoup de finesse, mais échoue complètement à garder cette subtilité aux propos annexes, notamment les propos sociaux. Au final, c'est une comédie d'aventure sympa à regarder, avec un propos certes engagé, mais je trouve que ça vient pas dévorer le fond pour gâcher toute l'ambiance. C'est pas assez lourd pour gâcher toute l'ambiance, voilà, tout en ouvrant une réflexion générale qui est assez intéressante. C'est d'ailleurs le cas d'énormément d'œuvres de divertissement, j'en ai déjà parlé,
Parce que le divertissement, c'est rarement juste des blagues légères, c'est très souvent aussi un propos de fond, plus ou moins marquant, une intention précise des gens qui font l'œuvre. Voilà, la plupart des séries à succès qui sortent aujourd'hui, elles ont des propos très engagés, et peut-être avec des formes et des approches où il semble plus facile de se voiler la face pour ne pas les voir. Je vous mets quelques liens dans la description qui parlent un peu de ça, vous allez voir, c'est intéressant. Puis il y a quelque chose que je crois important de rappeler. Crier au loup à la moindre occasion, certes ça fait des vues, mais c'est oublier un peu vite la morale du conte. Plus vous criez pour un rien, moins on a envie de vous écouter et de vous croire si un vrai problème se présente. À tel point que dans mon cas, ça a fait l'effet de boussole qui indique le sud et m'a donné envie de voir le film pour en faire une vidéo. Pas si mal finalement. Allez, comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force à ce petit sujet, allez faire un tour sur Insta et TikTok parce que j'ai commencé à y poster des choses plus régulièrement, et bien sûr, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.